Alors, donc merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous parler d'un sujet que les pneumologues n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. C'est tout ce qui concerne les syndromes de réactivation immunitaire inflammatoire lors des tuberculoses. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer sur ce sujet. Je signale juste que je suis membre actif du GREPI. Le GREPI, c'est le groupe de réflexion et d'enseignement en pneumo-infectiologie. C'est un groupe de travail de la SPLF qui a maintenant 3 ans d'existence et que je vous invite à rejoindre si vous le souhaitez. Ce groupe est en train, par exemple, d'écrire des recommandations du bon usage des tests IGRA, quantiféron, T-spot TB, etc., qui seront présentés lors du CPLF de janvier 2016 à Lille, donc dans un mois et demi. Et puis j'étais l'investigateur principal d'un essai clinique dont je vais vous reparler qui s'appelait l'essai Camélia, qui a été financé par l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida en France, et le NIH américain par son programme d'AIDS, programme CIPRA. Donc voilà le plan que je vais adopter. On va parler un peu de définition, la survenue de ce syndrome chez les immunodéprimés sévères, et puis comment on va le gérer, cet iris TB. Alors, je vous prie d'abord de me pardonner, ça sera vraiment une sélection arbitraire d'études, les plus récentes possibles. Il y a plein de littérature là-dessus et c'est impossible en un quart d'heure de faire une revue exhaustive de la littérature. Donc sur la définition, on connaissait très bien, y compris avant l'introduction des antirétroviraux et avant l'ère du VIH, on connaissait très bien ce qu'on appelait alors les réactions paradoxales. Donc c'était des patients qui, avant la mise sous antituberculeux par exemple, avaient finalement assez peu d'images et puis peu de temps après, vous voyez, avait le développement, au bout d'une semaine, 2 semaines, développement par exemple d'une adénopathie médiastinale qui n'existait pas au moment du diagnostic. Alors cette chose caricaturale s'est nettement amplifiée avec l'ère du VIH et avec l'ère de la mise sous traitement antirétroviral. Autrement dit, ce patient-là, c'est un patient VIH+, pour qui le diagnostic de tuberculose pulmonaire a été porté sur un examen de crachat classique, qui n'a clairement pas d'adénopathie médiastinale visible ici au moment où on le met sous antituberculeux. Très bien, le traitement antituberculeux commence très bien. On le met au traitement antirétroviral parce qu'il était immunodéprimé et qu'il n'avait pas beaucoup de CD4. Et une semaine après être mis au traitement antirétroviral, il se réaggrave, il refait de la fièvre, ça va à nouveau moins bien. Et sur son nouveau cliché thoracique, on voit très bien l'apparition d'une nouvelle adénopathie qui n'existait pas auparavant. C'est ça le syndrome IRIS-TB ou syndrome de reconstitution immunitaire inflammatoire. La première description de ça chez les patients infectés par le VIH, elle date de 1998. C'est monsieur Narita et son équipe aux États-Unis qui ont décrit pour la première fois ce phénomène et qui ont donc cet article est extrêmement cité parce que ils ont finalement dans cet article dit beaucoup de choses qui se sont vérifiées après, hein, y compris sur le timing, etc. Donc les réactions paradoxales existaient avant le VIH, avant la mise sous antirétroviraux, mais depuis l'arrivée du VIH, depuis les antirétroviraux, maintenant on nomme ce syndrome IRIS-TB. Et vous voyez que dans cet article, donc Princeps, encore une fois, les auteurs insistaient bien sur le fait que pour poser ce diagnostic, on devait éliminer des diagnostics différentiels. Il ne suffisait pas de dire ah bah il a de la fièvre, il a un ganglion qui apparaît, c'est forcément un IRIS-TB. Non, il faut éliminer les diagnostics différentiels et se rendre compte que cette manifestation, c'est une manifestation purement inflammatoire et qui ne contient pas à nouveau de microbes de tuberculose. C'est pas un problème de résistance de tuberculose, c'est vraiment une réaction inflammatoire un peu exagérée de l'organisme, où dès qu'on restaure un peu d'immunité, la réaction de l'hôte dépasse le but souhaité et peut causer des manifestations embêtantes. Je ne vais pas trop insister sur la terminologie, vous verrez dans les articles au début des années 2000 ces 3 termes utilisés de manière à peu près équivalente: réaction paradoxale, maladie de reconstitution immunitaire ou désordre de restauration immunitaire. Bon. Et puis le terme qu'on utilise maintenant, c'est-à-dire IRIS, en anglais Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome, a été utilisé pour la première fois par M. Shelburne en 2002. Dans la littérature, c'est important de bien connaître les mots et de voir ce qu'ils veulent dire. Le terme paradoxical, donc paradoxal en français, veut dire aggravation ou rechute d'une pathologie déjà connue, donc on connaît la pathologie et elle s'aggrave de manière paradoxale, alors que le terme unmasking ou unmasked, c'est-à-dire démasquage en français, veut dire qu'on a une nouvelle présentation d'une maladie qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas diagnostiquée. Et donc c'est les 2 circonstances de survenue de ce syndrome de restauration immunitaire.
Alors, je vais être obligé d'aller très vite, donc je pense que je vais passer ça. En gros, il y a une réunion qui s'appelle l'INSHI, dont je vais vous parler, qui a maintenant posé les bases des critères diagnostiques de l'iris. Et pour vous dire qu'avant, il fallait des critères majeurs et des critères mineurs. Vous regarderez ça sur les diapos, chacun faisait un peu ce qu'il veut. Vous voyez, il y avait plusieurs définitions, et du coup, c'était assez difficile de lire les articles et de les comparer. Donc ce meeting de l'INSHI est un meeting très important qui a eu lieu à Kampala en novembre 2006 avec tout un réseau d'experts. L'objectif de ce meeting, c'était d'aboutir à une définition consensuelle de ce qu'on appelait les TB Associated Iris et que cette définition soit valide et appropriée pour les pays à faible revenu. Dans toutes les autres définitions, par exemple, il fallait absolument avoir des taux de CD4, voire des taux de charge virale, ce qui était inapplicable en pays du Sud. Donc ils ont réussi à aboutir à une définition consensuelle, et ces définitions sont encore utilisées dans la littérature. Donc si vous voulez lire cet article Princeps, il a été publié dans le Lancet Infectious Disease en 2008. Il fait le résumé de ce meeting de Kampala. Alors je suis désolé, c'est un peu petit, mais c'était difficile de faire autrement. Donc voilà la définition actuelle du TB Associated Iris. Donc il y a 3 composantes dans cette définition. Il faut des antécédents, il faut des critères cliniques, il faut que la survenue de ce syndrome survienne donc dans les 3 mois suivant l'initiation du traitement antirétroviral. Et dans ces critères cliniques, il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Je vous laisserai les lire tranquillement. Et très important, il faut avoir exclu un diagnostic différentiel. Donc finalement, c'est assez simple. Il faut connaître les critères majeurs et mineurs qui sont assez faciles. C'est en gros l'apparition de nouveaux ganglions, d'une nouvelle pleurésie ou d'une aggravation d'une tuberculose du système nerveux central ou une péricardite. Enfin voilà, des choses assez simples. Il faut en général que le patient ait refait soit un peu de fièvre, soit un peu de sueur nocturne, soit un peu perdu de poids, ou qu'il soit à nouveau un peu dyspnique alors qu'il ne l'était plus. Bon. C'est un patient qui s'est souvent amélioré avec le début du traitement et qui se réaggrave un peu de manière inattendue ou paradoxale. Et puis, il faut avoir éliminé ces diagnostics alternatifs, notamment un échec de traitement lié à une résistance. C'est clair que si le patient est porteur d'une tuberculose multirésistante et qu'il est traité par quadrithérapie classique, ça ne va pas aller mieux, mais on aura rarement cette phase d'amélioration initiale. Bon. C'est clair que si le patient ne prend pas bien son traitement, on ne peut pas évoquer ce diagnostic. C'est clair que s'il est atteint d'une autre infection opportuniste ou d'une néoplasie qui peut mimer ses symptômes, là encore, il y a peu de chances qu'il soit amélioré par le traitement initial. Et puis, il peut aussi faire des réactions médicamenteuses, des effets secondaires liés au traitement. Donc tout ça, ça ne rentre pas dans la définition de l'iris. Il faut avoir éliminé ces 4 circonstances-là pour pouvoir parler de l'iris. Bon, ça, je vais passer. Juste pour vous dire que dans tous les phénomènes liés à la reconstitution immunitaire, on n'a pas que l'iris, on a aussi des maladies inflammatoires ou des cancers, et donc l'iris fait partie de ça. On a des maladies auto-immunes associées à la reconstitution immunitaire, c'est assez rare, et on a des maladies inflammatoires médiées par l'immunité associées au syndrome de reconstitution immunitaire, et celle que vous connaissez tous, c'est la sarcoïdose. Et donc, par exemple, une équipe française a démembré 11 cas de sarcoïdose survenant chez des patients infectés par le VIH, dont la majorité s'est démasquée après la mise en route du traitement antirétroviral. Donc, ce n'est pas un iris TB, mais c'est bien des manifestations inflammatoires de reconstitution immunitaire qui surviennent chez les patients infectés par le VIH dès qu'on augmente un peu leur immunité sous antirétroviraux. Voilà pour tout ce qui est de la définition. Je suis désolé, je suis obligé d'aller un peu vite. Et donc je vais passer maintenant au chapitre survenu de ce syndrome chez les patients avec une immunodépression sévère. Regardez cette belle étude réalisée en Afrique du Sud en 2006-2007 à Durban. Près de 500 patients VIH avec une médiane de CD4 autour de 100 qui ont été mis sous traitement antirétroviral. Vous voyez que dans cette population-là en Afrique du Sud, 20% de toute cette population avait une tuberculose actuelle et près de la moitié avait au moins eu des antécédents de tuberculose dans la vie. Donc ça reflète bien l'épidémiologie de l'Afrique du Sud. Et donc voilà ce qu'ils ont observé. Sur ces 500 patients, ils ont observé 141 événements iris qui touchaient 116 patients. Il y a des patients qui ont fait plusieurs épisodes. Ce qui fait une incidence importante, vous voyez, autour de 23%. Donc c'est pas du tout négligeable. Et vous voyez les manifestations. La première manifestation, c'est la tuberculose extrapulmonaire et la troisième, c'est la tuberculose pulmonaire. Autrement dit, l'immense majorité de tous ces syndromes de reconstitution immunitaire
qui sont très très variés, concernaient de très très loin la tuberculose. Alors ensuite, il s'est posé la question de 3 grandes études qui ont été publiées dans le même numéro du New England Journal en 2011 et qui se sont posé la question du meilleur moment de commencer le traitement antirétroviral chez ces patients tuberculeux. Et pourquoi je vous parle de ces études? Parce qu'elles vont nous aider à comprendre finalement de manière parfaitement cadrée la survenue de l'iris. Donc l'étude qu'on a conduite nous au Cambodge, c'était l'étude Camellia. Toutes les études se ressemblent et je ne vais pas détailler le design à chaque fois, mais c'est en gros des gens qui ont une tuberculose. En tout cas chez nous, ils étaient tous BAR positifs, ce qui n'était pas le cas dans toutes les études. C'est des gens qui ont une grosse immunodépression, ici des CD4 de base à moins de 200, donc qui ont nécessité de commencer le traitement antirétroviral. La question qui se pose dans ces 3 études, c'est quel est le meilleur moment pour introduire le traitement? Une introduction précoce, en gros 2 semaines après le début du traitement de la tuberculose, avec tout le problème des interactions médicamenteuses, de la charge de comprimés à prendre chez ces patients qui ne sont pas en très bon état général, du risque de mauvaise adhérence, etc. Mais avec l'avantage de restaurer très vite leur immunité. Ou au contraire d'attendre 2 mois, c'est-à-dire la fin de la phase d'attaque de la tuberculose, au moment du passage en bithérapie, pour qu'il y ait un peu moins de comprimés à prendre, etc., moins d'interactions médicamenteuses, mais du coup avec le risque de laisser ces patients immunodéprimés plus longtemps. Donc l'OMS à l'époque recommandait l'instauration du traitement antirétroviral entre 15 jours et 2 mois, donc résultat les cliniciens sur le terrain ne savaient pas quoi faire, c'est pour ça qu'on a conçu ces études-là. Donc tous les patients recevaient exactement le même traitement antirétroviral, ils recevaient le même traitement antituberculeux, la seule chose qui changeait, c'était la date d'introduction de ce traitement antirétroviral. Donc cette étude, on l'a faite notamment avec le soutien de Pierre Lair et de l'organisation franco-cambodgienne de pneumologie dans 5 sites au Cambodge. Je n'ai pas le temps de détailler, juste pour vous montrer, donc ça c'était la photo du site de référence de l'hôpital le plus important de pneumologie à Phnom Penh, la capitale. Donc voilà, avant de commencer l'étude, voilà avec la rénovation des locaux, donc ça avait au moins servi à ça, quel que soit le résultat de l'étude, au moins ça c'était pris. Et ça, c'est les Américains qui ont payé la rénovation. Ils ne voulaient pas payer les médicaments, ils ont payé la rénovation, c'est très bien. Nous, on s'est occupé des médicaments et des malades. Donc, on a randomisé dans cette étude plus de 660 patients, donc la moitié dans le bras précoce, l'autre moitié dans le bras retardé, 2 semaines versus 2 mois. Ils étaient tous BAR+, donc vous voyez que l'immense majorité, 90%, étaient bien culture plus, on avait la chance d'avoir la culture. On a eu très peu de mycobactéries non tuberculeuses, finalement, alors qu'ils sont tous à moins de 200 CD4, on n'avait que 16 mycobactéries non tuberculeuses, et puis on a à peu près 10% de culture négative, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les études sur la tuberculose, c'est pas plus, pas moins. Bon, l'immense majorité de ces patients, rassurez-vous, avaient bien la tuberculose. Bon, ça, il y avait beaucoup de visites de protocole et beaucoup de gens impliqués. Juste pour vous montrer, il y avait une organisation non gouvernementale qui allait rechercher les patients. Il y a eu très peu de perdu de vue dans cette étude. Pourquoi? Parce que quand les gens venaient pas, on allait les chercher. Ça, c'est l'investigateur principal cambodgien, Dr Soktim, qui a laissé sa moto, qui va dans le chemin sans trop s'écarter, parce que de chaque côté du champ, il y a un peu de mine. Et puis, il finit par retrouver le patient, et du coup, le patient n'est plus perdu de vue, il est toujours vivant, et on sait comment il va. Donc ça, c'est tout à fait réalisable, et c'est ce qu'on a fait là-bas. Donc ces patients-là sont extrêmement immunodéprimés. Vous voyez, leur médiane de CD4 est à 25, c'est pas beaucoup, 25 de CD4. Ils sont vraiment malades. Regardez aussi leur indice de masse corporelle. Alors certes, les Cambodgiens sont petits, mais quand même un indice de masse corporelle médian à moins de 17, ils sont très malades. Ils sont très très malades. Et il y a des gens qui nous ont un peu accusés d'être fous en disant « Mais qu'est-ce que vous allez traiter ces patients? Vous êtes presque des criminels, ces gens vont mourir de toute façon. » Ben non, ils vont pas mourir. Et la meilleure façon de le montrer, c'est de faire cette courbe de Kaplan-Meier, c'est le résultat principal de l'étude, et vous voyez que ici, les gens qui avaient commencé le traitement antirétroviral dans le bras précoce, eh bien, survivaient beaucoup plus que ceux qui l'avaient commencé dans le bras retardé. Cette étude, elle a montré que la mortalité pouvait être réduite d'un tiers juste en commençant le traitement antirétroviral tôt. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le prix à payer, c'est l'iris. Et ça, on le savait, mais on l'a bien montré dans cette étude. C'est-à-dire que certes, les gens survivent mieux, mais ils expérimentent beaucoup plus d'iris quand ils commencent le traitement antirétroviral tôt. Et notre message, c'est ça ne doit pas être une crainte, ça ne doit pas être un frein à l'instauration précoce du traitement antirétroviral. C'est pas parce qu'ils sont nettement plus à risque de faire un iris qu'il faut leur retarder le traitement. Si on leur retarde le traitement, ils vont mourir. Donc vous voyez, il y a plus de 2 fois plus de cas d'iris chez les gens qui ont commencé le traitement précoce par rapport au traitement retardé. Et puis, juste pour l'anecdote, vous avez vu que dans la définition consensuelle, je sais pas ce que j'ai fait de mal, dans la définition consensuelle,
on disait que pour faire un iris, il fallait que ça survienne dans les 3 mois suivant le début des ARV. En fait, nous c'est vrai dans l'immense majorité des cas, mais on a quand même 7% de cas d'iris vrais, certains, qui sont survenus entre 3 et 6 mois. Donc la définition, elle s'applique au plus grand nombre, mais probablement si quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'iris survient à 4 mois, c'est pas suffisant pour exclure le diagnostic. À mon avis, il faut quand même que vous considérez que le diagnostic est correct. Bon. Et donc, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que les facteurs de risque associés à la mortalité en analyse multivariée, donc il faut regarder cette colonne, le facteur le plus important c'était le bras, c'est-à-dire être tiré dans le bras précoce était le facteur prédominant qui améliorait la survie. Bon, il y a d'autres facteurs, évidemment ceux qui avaient un indice de masse corporelle très bas ou un performance status très bas mouraient plus. Bon, mais voyez que l'iris, ceux qui faisaient un iris ou ceux qui n'en faisaient pas, c'était absolument pas associé à la mortalité. D'accord ? Bon, je n'ai pas le temps malheureusement de détailler, vous regarderez les références, ça c'était pour vous montrer les manifestations cliniques qui sont survenues au moment de l'iris. En gros, les gens ont fait des ganglions, c'était les principales manifestations survenant, de la fièvre, encore une fois, après une amélioration transitoire de leur tuberculose, ils se sont réaggravés, un peu de douleur abdominale, un peu d'hépatomégalie, un peu d'acide, très peu de symptômes neurologiques dans notre étude. Et puis, vous voyez, donc, l'immense majorité a guéri de son iris. On a quand même 6 morts directement liés à l'iris, et survenant tous dans le bras précoce. Donc, malgré ces 6 morts, l'étude reste extrêmement positive au niveau de la population générale, mais on ne peut pas non plus dire que l'iris c'est comme ça, rien, et que ça se passe dans un ciel serein. Ça peut tuer si on ne le gère pas très bien. Mais encore une fois, ça n'est pas un argument suffisant pour retarder l'introduction du traitement antirétroviral. Ça, c'est vraiment mon grand message aujourd'hui. Bon, je vais passer ça, on n'a pas le temps. Donc, dans les 2 autres études publiées dans le même numéro du New England Journal, je ne vais pas détailler les différences par rapport à notre étude, mais en gros, retenez que c'était à peu près la même chose. Donc, dans cette étude multicentrique à laquelle a participé votre ami Umesh Lalu, il est co-signataire du papier, ils ont trouvé un iris dans 7,6% des cas, et ce qui était très intéressant, presque la moitié de ces cas sont survenus chez des gens qui avaient moins de 50 CD4, ce qui est l'immense majorité de notre population dans Camellia, qui était moins évidente dans les 2 autres études. Et donc ils retrouvent ce facteur de risque. Plus vous êtes sévèrement immunodéprimé, plus vous risquez de faire un iris typique. On le voit très bien sur cette courbe de Kaplan-Meier. Alors ils ont une façon bizarre de présenter les choses, c'est que l'axe des Y ici, c'est la proportion de gens qui n'ont pas fait d'iris. Moi je l'aurais mis dans l'autre sens, mais bon. Donc bref, donc ceux qui font le plus d'iris, c'est bien ceux-là, c'est bien ceux qui ont moins de 50 CD4 à l'inclusion. Et puis la 3e étude, c'est l'étude SAPIT, réalisée en Afrique du Sud, qui elle avait 3 bras. Là encore, j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Il y a le même nombre de patients dans chaque bras, et vous voyez que le bras qui commence le traitement antirétroviral précocement est celui qui fait beaucoup plus d'iris que les 2 autres. Donc ces 3 études, elles sont parfaitement concordantes. Plus vous commencez le traitement antirétroviral tôt, plus vous êtes à risque de faire un iris. Et plus vous êtes immunodéprimé, avec probablement des CD4 à moins de 50, plus vous risquez de faire un iris. Donc si vous commencez tôt à moins de 50, vous avez une très forte probabilité de faire un iris TB, et il faut le savoir. Voilà, encore une fois, ceux-là ont une incidence d'iris nettement plus élevée, c'est ceux qui avaient commencé tôt, par rapport aux 2 autres. Bon, ça je passe, j'ai pas le temps de vous montrer ça. Ça non plus. Juste pour vous montrer qu'en dehors du VIH, il y a aussi des syndromes de restauration immunitaire qui sont décrits. Par exemple, donc j'ai trouvé ce cas clinique récent, on l'a publié cette année, une femme de 64 ans, c'est une étude faite au Japon, elle a une polyarthrite rhumatoïde depuis longtemps, et la mettre sous anti-TNF-alpha sans avoir très bien éliminé la tuberculose avant, sans avoir fait d'IDR ou de test IGRA avant, bon bref. Donc ça ne manque pas, 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, elle sort sa miliaire tuberculeuse à BK multisensible, très bien. À ce moment-là, elle va pas mal, elle n'a aucun signe neurologique, donc ils arrêtent le traitement anti-TNF et ils commencent la quadrithérapie. Et bien 3 semaines plus tard, elle se présente avec des céphalées importantes et des nausées. Voilà son imagerie thoracique, donc avant le traitement antituberculeux avec ces nodules, donc c'est vraiment une miliaire, une adénopathie ici nécrotique, et puis voilà ce qui se passe donc 3 semaines après l'instauration du traitement antituberculeux, alors qu'elle n'avait aucun symptôme neurologique avant, elle sort des tuberculomes responsables des symptômes neurologiques, et une nette aggravation des adénopathies qui deviennent très nécrotiques, etc. C'est vraiment un iris TB, mais elle n'est pas du tout VIH, et l'hypothèse des auteurs, c'est de dire que l'arrêt des anti-TNF a aggravé, a favorisé cet iris TB. Je ne suis pas complètement convaincu, mais enfin, bon, voilà. Ça, c'est une autre publication qui vous montre
là aussi des gros tuberculomes survenant chez cette fois un patient VIH, et puis une belle revue de la littérature des manifestations thoraciques liées au syndrome de reconstitution immunitaire. Je n'ai pas le temps de détailler, mais vous voyez ce type d'image, hein. Vous regarderez la publication si vous le souhaitez, c'est assez joli, vous voyez. Avant, après, il n'y a pas photo, l'iris se reconnaît bien quand il est aussi facile que ça à identifier. Au niveau de la gestion de l'iris, comment on le gère en pratique? Ce n'est pas une indication en soi à arrêter le traitement antirétroviral. Par contre, il faut quand même l'envisager en cas de manifestation neurologique sévère. Tous les patients qui sont morts d'iris dans notre étude, l'immense majorité, c'était des gens qui avaient une manifestation neurologique, qui sont presque brutalement tombés dans le coma, etc. Dans la plupart des cas, une gestion symptomatique suffit. Et puis, quand on n'y arrive pas et que le patient est suffisamment inquiétant, on doit donner des corticostéroïdes, donc dans les cas les plus sévères. Il y a un seul essai randomisé sur ce sujet, réalisé toujours en Afrique du Sud, hein, donc là où l'incidence de la tuberculose est supérieure à 1%. Donc, ils ont testé prednisone 1,5 mg kg/jour pendant 2 semaines, relayé par 0,75 mg kg/jour pendant 2 semaines, versus placebo. Donc c'est un bel essai en double aveugle. 55 patients dans chaque bras. Le critère de jugement principal, c'était le nombre de jours d'hospitalisation ou de procédures qui étaient réalisées en externe et qui étaient comptées comme un seul jour d'hospitalisation. Et le résultat principal, c'est 0 jours dans le bras prednisone versus 3 jours dans le bras placebo. Donc l'étude est positive. Elle est en faveur de l'instauration des corticoïdes chez ces patients-là, selon ces modalités-là. Les AINS, il n'y a aucun essai clinique actuellement disponible. Et puis il y a des traitements plus anecdotiques qui ont été rapportés, dont un cas avec l'adalimumab qui, comme par hasard, était le même anti-TNF alpha que celui rapporté récemment dans cette publication que je vous ai montrée. Si vous allez sur le site clinicaltrials.gov, vous allez trouver au moins 2 essais qui sont actuellement en cours. Donc cet essai randomisé contre placebo vise à se poser la question du traitement préventif cette fois, préventif, c'est-à-dire avant que le syndrome iris-tibie apparaisse, par corticoïdes. Donc il donne des corticoïdes en prophylaxie, vous voyez selon ce schéma-là, chez les patients qui ont une tuberculose et qui ont été identifiés comme étant à haut risque de faire un iris-tibie. C'est-à-dire pour eux, traitement antirétroviral débuté dans les 30 jours suivant l'initiation d'un traitement antituberculeux avec des CD4 à moins de 100. Donc ils doivent inclure 240 patients et la fin de l'essai est estimée à peu près dans 6 mois, on verra ce que ça donne. Et puis le deuxième essai que j'ai trouvé, c'est avec un inhibiteur de COX-2, un anti-inflammatoire non stéroïdien qui s'appelle le meloxicam et qui est donné versus placebo chez des patients qui sont traités pour une tuberculose depuis 2 semaines et qui vont commencer le traitement antirétroviral, là encore dans l'idée de donner un traitement préventif. Il y a aussi des essais sur le dolutegravir, qui est un nouveau traitement antirétroviral, qui pourrait aussi avoir des effets anti-inflammatoires et qui pourrait être donné de manière un peu plus privilégiée dans les combinaisons antirétrovirales pour essayer de réduire ce phénomène d'iris. Bon, les essais sont en cours. Ça, j'ai pas le temps de vous le montrer, c'est juste pour vous montrer que ça a fait un Nature Communication sur les gens qui travaillent sur la physiopathe de l'iris. Donc c'est un sujet très en vogue actuellement. Et je vais arriver à ma conclusion. L'iris-tibie est de mieux en mieux défini au fil des ans, et grâce à l'INSHI, maintenant on a des définitions applicables dans le monde entier, utilisables partout. Ça, c'est un gros progrès. Clairement, chez les patients infectés par le VIH, c'est des manifestations qui peuvent survenir précocement après le début du traitement antirétroviral, en médiane 2 semaines, souvent dans le premier mois. Chez des patients, d'autant plus qu'ils ont des CD4 bas et que le traitement a été commencé tôt. Quelques patients peuvent néanmoins avoir une présentation un peu plus tardive, donc il faut savoir évoquer de manière systématique ce diagnostic. Il faut le connaître, il faut en avoir entendu parler. Plus on le reconnaîtra précocement, mieux ça sera. Or, on n'a à ce jour aucun test diagnostique, on n'a pas une prise de sang ou un test qui va nous dire si ça c'est positif, c'est un iris-tibie, si c'est négatif, c'en est pas un, malheureusement. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Une des équipes avec qui on a travaillé avec l'Institut Pasteur de Phnom Penh et à Paris pense par exemple qu'un test de dégranulation réalisé avant la mise sous traitement antirétroviral pourrait être utile dans ce domaine, mais c'est un test compliqué à réaliser. Mais il y a des voies de recherche possibles. En termes de prévention, là aussi, ça serait intéressant d'identifier des marqueurs dans le sang, dans le LCR, etc., qui mettraient les patients nettement plus à risque et qui pourraient se faire poser la question d'un traitement préventif, peut-être par corticoïdes, on verra les résultats des essais. Et puis, c'est des symptômes qui, normalement, sont relativement faciles à gérer dans la plupart des cas, mais qui peuvent être parfois beaucoup plus compliqués, notamment en cas d'atteinte neurologique, qui peut être vraiment sévère et qui peut aboutir à la mort, ou en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui peut aussi se présenter de cette façon. Voilà. 3 références pour terminer, les 3 publiées en 2015.
Donc ça, c'est une revue générale de la littérature sur les réactions paradoxales et le syndrome de reconstitution immunitaire dans la tuberculose, qui est une belle revue. Ça, c'est le Nature Communication dont je vous ai parlé. Et ça, c'est un travail qu'on a réalisé avec une équipe de Harvard sur la physiopathie de ces patients-là, publié dans AIDS. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ça va soulever beaucoup de questions. Donc il y a parfois du granulome, il n'y a jamais de barre. Hein, c'est pas le microbe de la tuberculose qui reflambe, c'est vraiment une réaction inflammatoire. Et il y a une soupe d'interleukine, évidemment, avec de l'interleukine 6 par exemple. Mais c'est en gros du granulome et de l'inflammation. C'est vraiment une réaction inflammatoire. C'est pas une prolifération de tuberculose. C'est probablement une réaction qui dépasse son objectif, en fait. C'est lié vraiment à la restauration de l'immunité. Même au niveau du cerveau? Même au niveau du cerveau. Alors, c'est difficile d'aller biopsier le cerveau chez ces patients-là, quand même. Donc ça, je suis pas sûr qu'on ait de l'histologie là-dessus, mais c'est ça le mécanisme. La preuve, c'est que ceux qu'on sauve, c'est ceux qu'on a mis au traitement anti-inflammatoire, corticoïdes. Xavier, s'il te plaît, est-ce que le fait de voir une résurgence maintenant des sarcoïdoses dites secondaires, ça pourrait être en partie dû à ça dans d'autres pathologies? Oui, c'est une hypothèse tout à fait possible. Je n'ai pas exploré, j'ai pas lu la littérature là-dessus, mais c'est tout à fait possible, oui. Ça fait partie des maladies, on va dire, inflammatoires liées à l'immunité qui reflambent. Donc oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Ange? Est-ce que chez les sujets sous antirétroviraux, dès qu'il est soumis sous ce traitement, est-il donc nécessaire systématiquement de le mettre sous corticoïdes en vue de prévenir cela? Absolument pas. Pour l'instant, ça n'est pas validé. Il faut attendre les résultats, notamment de l'essai en cours. Donc je vous ai dit, les résultats devraient être, on va dire, au premier semestre 2016 pour savoir si ça marche ou pas. Et peut-être qu'ils vont démontrer que ça ne marche pas en préventif. Donc aujourd'hui, en décembre 2015, il n'est pas recommandé de donner des corticoïdes préventifs dans la crainte d'un éventuel iris. Encore une fois, ça a touché en gros un quart des patients. Ça veut dire que les 3/4 n'en ont pas fait quand même. Rada? Après Ahmed. Oui, et ça me fait un petit peu penser à le traitement de syphilis dans le cas de phénomène d'Alzheimer. Donc, est-ce qu'il y a un problème immunologique qui doit jouer à ce niveau-là? Oui, mais je connais pas assez. Vraiment, je suis pas assez expert pour répondre à cette question. C'est possible, mais il faudrait avoir plus lu que ce que je n'ai fait. Moi, je suis qu'un pneumologue clinicien de base, donc je peux pas répondre à cette question difficile. Ahmed? Comme les nôtres ici, à forte endémicité parasitaire, on doit avoir une attitude par rapport à l'émergence d'une ou d'une parasitose dans ce cas-là. Oui, ça fait partie des... Alors, j'en ai pas parlé du tout, mais il y a plein d'infections opportunistes, et notamment quelques infections parasitaires, qui sont démasquées. Alors là, on est dans le unmasking, c'est-à-dire on ne savait pas que les gens avaient ça. On les met sous l'antirétroviraux et ils flambent ça dans les 3-4 semaines après. Donc oui, ça c'est tout à fait, ça existe tout à fait. Pierre? Oui, merci Xavier. Et tu l'as dit, mais peut-être qu'ici c'est important que les gens le sachent parce qu'il n'y a pas tellement de VIH finalement à Madagascar. Mais chez le tuberculeux simple, on peut avoir une réaction comme ça paradoxale avec le seul traitement antituberculeux. Moi j'en ai eu plusieurs cas, dont une laotienne traitée à Percy, où en fin de traitement on a vu apparaître un ganglion. Voilà. Et puis je me rappelle bien d'un Indien de Pondichéry. Alors il vient en France voir son frère, et puis dans l'est de la France, on lui trouve une acide. Laparoscopie, on prouve que c'est la tuberculose, on le met au traitement, et après nous on le récupère pour faire le traitement antituberculeux. Et à la fin du traitement antituberculeux, il nous a fait des énormes adénopathies, bon, qu'on a biopsié bien sûr, comme tu l'as dit, c'était inflammatoire, il n'y avait pas de bas. Et donc ça existe également. Et on le sait, les ganglions déjà tuberculeux, ils ont une évolution très capricieuse, parfois ils diminuent régulièrement. Parfois, non, ils augmentent sous traitement, et donc ça c'est quelque chose qui doit être bien connu des... C'est pour ça que plus on a bétonné le diagnostic au départ et qu'on n'a pas donné un traitement sans preuve, etc., plus c'est facile après d'évoquer l'iris. Parce que, encore une fois, il faut avoir éliminé les diagnostics différentiels. Donc si vous n'êtes pas sûr que le BK est sensible, peut-être que l'évolution péjorative, c'est juste une tuberculose résistante, et que le patient n'a pas le bon traitement. Donc plus on a bétonné au départ le diagnostic, plus c'est facile après, quand les choses se passent normalement, de dire bah non, là, il prend bien son traitement, c'était bien une tuberculose sensible, j'ai les bonnes posologies, etc. Donc bah, c'est un iris. Encore une fois, c'est un diagnostic d'élimination quand même. Non, François-Xavier, je te fais juste apporter une petite information. Moi, je me rappelle, dans les années 70,
on observait énormément dans les pays d'endémie, comme la Tunisie, des tuberculoses dites paradoxales. C'était en début de traitement, c'est-à-dire qu'on démarrait le traitement, et puis apparition d'une pleurésie en cours de traitement. On disait pleurésie paradoxale, on mettait systématiquement les malades sous corticoïdes, ça s'effaçait totalement. Et ça peut être dans le cas de l'iris. Mais ce que tu dis est très intéressant dans le cas des tuberculoses ganglionnaires actuelles, qui sont dues généralement en atypique. On ne peut pas se permettre de porter aussi facilement le diagnostic parce qu'on observe justement des récidives sous traitement, des récidives à distance de traitement, et on n'arrête pas de continuer de traiter. On fait des biopsies, c'est des réactions inflammatoires, en sachant qu'en 90% des cas, on ne va pas trouver des réactions typiques même au départ. Et c'est là où on est dans l'obligation de ne pas, dans le doute de ne pas savoir quoi faire. Peut-être qu'avec le marqueur que tu annonces, on pourra trouver la solution. Ouais, mais il n'est pas pour demain le marqueur, parce que ça sera un test compliqué, on aimerait bien, mais ça sera un test compliqué. Juste pour dire que la grosse erreur, en tout cas chez ces patients VIH, ça serait de leur arrêter le traitement antirétroviral dès qu'il commence à se passer quelque chose. C'est ça qui va sauver les gens, hein. C'est quand même le traitement antirétroviral qui sauve les gens. Donc il faut le continuer autant que possible, si besoin, aider de corticoïdes. Merci beaucoup. Merci, professeur Grand.